Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Au programme de ce jeudi, nous ferons le point sur les agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Puis nous ferons un point sur les actualités du ministère. Le focus thématique cette semaine sera consacré au déploiement du du groupe aéronaval. À ce titre, nous accueillons le contre-amiral Jacques Mallard, commandant du GAN, qui vous présentera la mission Aquila. Enfin, nous ferons le point avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, sur les opérations militaires françaises en cours. Je commence avec l'agenda de M. Sébastien Lecornu. Le ministre a rencontré le président de la République de Serbie dans le cadre de sa visite officielle en France pour échanger sur la situation internationale. Le ministre a ensuite présidé l'inauguration de l'Académie de santé des armées du Val-de-Grâce, donc c'était le mardi 9 avril. Cette académie regroupe 5 établissements de santé, 2 écoles et 3 établissements scientifiques. La nouvelle académie couvre l'ensemble du spectre de formation, de la recherche, de l'innovation, de la veille et de l'expertise en santé, afin d'en accroître la cohérence et la visibilité dans le cadre de la feuille de route du SSA 2030. Aujourd'hui, le ministre des Armées est à Bergerac, aux côtés du président de la République, pour un déplacement sur le thème de la souveraineté industrielle. Après une visite du site de Rinco, le président de la République posera la première pierre du chantier de construction de l'usine de poudre. Et une séquence de travail sur l'économie du guerre avec des dirigeants d'industrie de l'armement est également au programme. Le site de Rinco est à la convergence de 4 grands chantiers. Réindustrialisation avec la création de 250 emplois à horizon 2025. Économie de guerre avec une multiplication par 10 de la capacité de production du site. Souveraineté industrielle avec la construction de la future usine de poudre qui ouvrira ses ateliers au premier trimestre 2025, et industrie européenne d'armement par une partie de son financement qui provient d'un fonds européen et par sa vocation d'export aux munitionnaires européens. Pour rappel, Eurinco est le leader européen en matière de poudre et d'explosifs. Je passe maintenant à l'agenda de Patricia Mirallès. Mardi 9 avril, la secrétaire d'État a assisté à la remise des archives personnelles du colonel Passy et du colonel Corvisart par leur famille. Ces 2 colonels étaient les fondateurs des services secrets de la France libre. Figures de la résistance, ils ont joué un rôle essentiel dans la préparation de la libération, en particulier à travers la planification des opérations de sabotage, l'animation des réseaux clandestins de la France combattante et l'armement des maquis. Ces dons traduisent un véritable engagement en faveur de la transmission mémorielle et ils apportent des éléments supplémentaires aux chercheurs pour affiner leur étude sur la période. Depuis hier et jusqu'à samedi, Patricia Mirallès est en déplacement au Canada aux côtés du Premier ministre. Elle assistera notamment à une cérémonie d'hommage au monument à Mikitsia, monument national dédié à l'amitié entre la France et le Canada au cimetière militaire national des forces canadiennes de Beechwood. Cette cérémonie se tiendra en présence du Premier ministre canadien Justin Trudeau et d'anciens combattants et de jeunes. Je débute les actualités avec une avancée majeure en matière de couverture santé pour les militaires et les agents civils de la Défense. À partir du 1er janvier 2025, les militaires et les agents civils du ministère des Armées bénéficieront de contrats de complémentaire santé avec une prise en charge financière de l'employeur à hauteur de 50% des cotisations. À ce titre, le ministère des Armées a lancé un marché public pour les contrats d'assurance santé en retenant Harmonie Mutuelle pour le lot civil et Uneo pour le lot militaire. Et le ministère des Armées et le Premier ministère à conclure de tels contrats. Cette réforme de l'assurance santé s'inscrit par ailleurs pleinement dans sa dimension familiale et solidaire dans le plan Famille 2. Et elle fait bénéficier conjoints et enfants comme retraités de montants de cotisation plafonnés avec des niveaux de remboursement de qualité. Je poursuis les actualités avec le 40e anniversaire de la 6e brigade légère blindée basée à Nîmes. Le 20 avril, plusieurs activités sont prévues
sur l'ensemble de la journée pour mettre à l'honneur son état-major, ses unités et leur savoir-faire. Parmi les activités, on note un colloque qui présentera l'histoire militaire de Nîmes, 2 tables rondes, 40 ans d'engagement opérationnel et 40 ans de transformation et d'adaptation, une présentation de stands militaires et des partenaires et une cérémonie de prise d'armes suivie d'animations telles que des concerts, des musiques de la Légion étrangère, des troupes de marine, ainsi que des présentations dynamiques. Alors que nous avons célébré le 120e anniversaire de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, ce lundi, je poursuis avec 2 actualités qui illustrent notre coopération étroite avec les Britanniques. Je l'avais évoqué il y a quelques semaines, l'école des troupes aéroportées à Pau organise depuis le 31 mars et jusqu'au 13 avril une séquence d'instruction et de sauts spécialement ouverte au FANI. Le FANI est un programme caritatif britannique composé exclusivement de volontaires femmes qui appuient les autorités sanitaires sur le territoire national en cas de besoin. Toujours dans le cadre de l'entente cordiale, demain, le chef d'état-major de l'armée de terre remettra leur diplôme aux élèves officiers britanniques dans le cadre de la cérémonie de la Sovereign Parade, équivalent outre-Manche du triomphe des Saints-Syriens qui célèbrent la fin de la scolarité des élèves officiers. 3 cérémonies se tiennent dans l'année. À l'accoutumée, le roi préside l'une d'elles et délègue cette responsabilité pour les 2 autres à une personnalité en général britannique, issue des milieux politiques, royal et militaire. Et cette année, dans le cadre de l'entente cordiale, mais également pour célébrer l'amitié qui les unit, le chef d'état-major de l'armée britannique a demandé au roi la possibilité de déléguer cette responsabilité au chef d'état-major de l'armée de terre française. Le général d'armée Pierre Schill présidera ainsi cette cérémonie au nom de Sa Majesté le roi Charles III. Il remettra les 4 prix aux meilleurs stagiaires pour leurs résultats académiques et pour leur leadership. Et à cette occasion, il prononcera un discours aux élèves et sera invité d'honneur de cette journée. C'est la première fois dans l'histoire de l'Académie royale militaire de Sandhurst qu'un officier général français se voit conférer ce privilège. Et vous pouvez suivre cette cérémonie en direct sur le site de l'Académie. Je conclus les actualités avec une autre cérémonie. Hier, le mercredi 10 avril, la cérémonie de prise de commandement de la flottille de réserve maritime de l'aéronautique navale s'est déroulée sur la base de Hyères. Cette flottille est un centre d'incorporation, de formation, d'entraînement et de gestion des emplois de réserve. Son commandement est situé sur la banne de Hyères. Et son activité est placée sous l'autorité organique de l'amiral commandant la force de l'aéronautique navale, à l'AVIA. Elle a vocation à intégrer tous les profils civils dans un esprit de cohésion nationale, en portant son effort sur les plus jeunes et les engagés présentant des compétences ou expertises d'intérêt immédiat. Les flottilles de réserve maritime répondent aux besoins de la politique de doublement de la réserve opérationnelle de la marine d'ici 2030, aux côtés des flottilles de réserve spécialisées et flottilles de réserve côtière. Ces nouvelles unités ont vocation à appuyer les unités d'activité en fournissant des personnels aux compétences complémentaires. Avant de passer au focus thématique, est-ce que vous avez des questions sur les actualités ? Parfait. Je passe maintenant au focus thématique portant cette semaine sur le déploiement du groupe aéronaval. À partir du 22 avril et pendant 6 semaines, près de 3000 militaires français et étrangers du groupe aéronaval GAN seront déployés pour la mission Aquila. Cette force aéromaritime internationale constituée autour des porte-avions Charles de Gaulle permet à la France d'assurer une présence dans plusieurs zones d'importance stratégique majeure. Amplificateur de coopération militaire, le GAN est au centre de nombreuses actions mobilisant les forces de présence et de souveraineté, ainsi que les pays partenaires des régions traversées. Je vais maintenant céder la parole au contre-amiral Jacques Mallard, commandant du groupe aéronaval, pour vous présenter plus en détail la mission. Amiral, c'est à vous. Merci madame. Bonjour à tous. Donc je suis contre-amiral Jacques Mallard, je suis le commandant de la force aéromaritime de réaction rapide pour les connaisseurs. C'est une unité qui s'appelle FR Strike Force pour Strike Force et anciennement appelée FR Marfort pour Marfort. Donc on est passé de la Marfort à la Strike Force qui réalise bien les capacités autour du groupe aéronaval.
Je commande donc à la mer les forces navales que la marine déploie. Ces forces peuvent être amphibies, ça peut être des forces de guerre des mines, et une force aéronavale. C'est bien ce sujet qui m'amène devant vous pour le prochain déploiement, la mission Aquila. Je vais rapidement me présenter avant de vous parler du groupe aéronaval et de sa mission. J'ai d'abord servi comme pilote de super-étendard au sein des flottilles 11F et 17F. Je connais assez bien le porte-avions Charles de Gaulle, puisque j'ai participé entre 2000 et 2015 à peu près toutes les opérations Héraclès, Agapante, Bois-Bello, Arromanches, en tant que pilote, en tant que membre de l'état-major que j'ai l'honneur de commander maintenant, mais aussi en tant que chef du groupement opération du porte-avions. En 2017, j'ai commandé la frégate Guéprat, durant laquelle j'ai fait plusieurs déploiements en Méditerranée orientale, en Atlantique et en mer Noire. Avant d'être à FR Strike Force, je suis naturellement passé par la case Ballard, et donc j'étais au CPCO, puis à l'inspection de la marine. Suivante, s'il vous plaît. Avant de précisément parler d'Aquila, je voudrais revenir sur ce qu'est un groupe aéronaval. Même si le Charles de Gaulle en constitue la colonne vertébrale, on associe un peu trop souvent groupe aéronaval et Charles de Gaulle. Le groupe aéronaval ne se réduit pas à ce seul bâtiment. Et comme vous pouvez le voir sur ce synoptique réalisé par le CIRPA Marine, c'est en fait une grande variété de moyens qui produit énormément d'effets et remplit plusieurs missions avec environ 3000 marins qui le constituent. Au centre, le porte-avions, son équipage, qui est à peu près de 1200 personnes. Il accueille l'état-major embarqué, qui est grosso modo 80 personnes, et le groupe aérien embarqué, qui est composé des avions de chasse Rafale, pour aller loin, aussi bien en mer qu'à terre, des hélicoptères aussi, qui assurent la logistique, mais qui aussi permettent de chasser les sous-marins ou éclairer la force en surface sur l'avant, et des avions de guet aérien, Hawkeye, pour faire de la détection avancée, ou commander un raid si les chasseurs sont amenés à faire un raid à longue distance. En plus de ces aéronefs embarqués, il y a des avions de patrouille maritime basés à terre qui soutiennent le groupe aéronaval, essentiellement pour la chasse aux sous-marins ou éclairer la force grâce à sa longue endurance. Autour de ce noyau sont déployés des frégates et des sous-marins, français ou alliés, pour l'escorte de la force aéronavale, c'est-à-dire la défendre contre d'éventuelles attaques, mais aussi pour la renseigner et éventuellement être capable d'engager d'éventuels adversaires. Dernier point, qui n'est pas des moindres, un bâtiment ravitailleur complète le groupe aéronaval pour assurer une autonomie logistique en haute mer. À partir de ce bâtiment ravitailleur, que ce soit des pièces détachées pour les bateaux ou du carburant, tous les bateaux peuvent être ravitaillés en mer et ça leur donne donc une endurance particulièrement longue. Suivante, s'il vous plaît. Venons-en donc maintenant à la mission Aquila qui commencera, comme vous l'avez dit, madame, le 22 avril. Pour ce déploiement, le GAN sera composé des moyens dont je vous ai parlé jusqu'à présent et nous accueillerons aussi au sein de la force des unités alliées. Nous aurons des unités américaines, espagnoles, grecques, italiennes et portugaises. Cette dimension interalliée du groupe aéronaval est fondamentale. Depuis 10 ans, le groupe aéronaval français a intégré une trentaine de bateaux étrangers de 12 nations différentes. Cette expérience en mer, cette expérience commune, nous permet de construire une confiance mutuelle à partir de savoir-faire partagés. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'interopérabilité. Elle englobe aussi bien les procédures techniques, essentiellement autour de la connectivité et des liaisons de communication, puisque c'est essentiel, mais aussi des opportunités de soutien logistique mutuel et des méthodes de commandement communes. À chaque déploiement, le groupe aéronaval essaie d'entretenir cette confiance avec nos alliés en démontrant notre capacité à commander des unités de nations différentes autour des missions qui nous sont confiées. Et pour Aquila, la petite particularité, c'est que nous, groupe aéronaval, serons placés directement sous le commandement de l'OTAN. Suivante. Alors le commandement direct de l'Alliance est une première pour le groupe aéronaval français. On a une longue expérience des procédures, des exercices de l'OTAN, qui sont donc à l'origine, pour la plupart, de l'interopérabilité dont je vous ai parlé. Mais jusqu'à présent, le groupe aéronaval restait sous commandement national. C'était les avions qui, lorsqu'ils partaient faire des campagnes, se mettaient sous le commandement de l'OTAN pour des campagnes de l'OTAN. Durant la mission Aquila, l'ensemble des bateaux et avions seront sous le commandement de Strike for NATO, qui veut dire Strike Force NATO, c'est-à-dire la force de frappe de l'OTAN,
C'est un petit état-major installé à Lisbonne et dont la spécialité est le commandement des groupes amphibies, groupes aéronavals ou capacités de frappe dans la profondeur. Dans ce cadre, nous participerons aux activités de l'Alliance en Méditerranée et dans toute l'Europe, à savoir renforcer sa posture défensive et dissuasive, contribuer à la sécurité collective, soutenir les opérations de l'OTAN qui favorisent la stabilité régionale. Nous pourrons avoir des interactions aussi avec le Standing NATO Maritime Group, qui est une petite force navale qui est commandée par la France depuis le 5 avril dernier. Mais nous aurons aussi des interactions avec l'armée de l'air et de l'espace et l'armée de terre qui sont actuellement en mission pour l'OTAN, les missions Air Shielding en Pologne ou les missions Aigle en Roumanie. Autre volet de la mission Aquila, ce sera notre participation à l'exercice italien Mare Aperto 24. Il est cette année co-organisé par la France avec, dans sa dernière partie, la démarche Polaris. Le GAN sera intégré à une des deux forces qui s'affronteront dans un scénario réaliste, symétrique, pour prendre en compte tous les champs et tous les milieux de conflictualité. Tout au long de notre déploiement, nous contribuerons aussi aux autres activités nationales en Méditerranée en apportant l'ensemble des effets que l'on peut produire avec nos vecteurs. Je reste disponible pour répondre à vos questions si vous voulez en savoir plus. Bonjour, Christophe Vignon pour le magazine Airfan. Amiral, deux petites questions. Première question, d'après ce que j'ai compris, vous allez donc accueillir le Conseil de l'Atlantique Nord à bord du Charles de Gaulle pour la première fois. Qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport aux différents précédents exercices? Et d'autre part, concernant aussi la reconfiguration en fait, du rôle du GAN, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la configuration en réseau? Et est-ce qu'il est prévu à terme que le porte-avions aille plus vers la zone Asie-Pacifique? Merci, Amiral. Alors pour la visite du Conseil de l'Atlantique Nord, ça fait partie des visites organisées dans le cadre de la stratégie globale de la France au sein de l'OTAN. Et je ne vais pas réduire notre rôle, mais nous servirons de lieu de réception au même titre que l'île Longue l'a été l'année dernière, une base aérienne ou un régiment pourrait l'être. Je dirais que ça tombe bien puisque ce sera juste avant le fait que l'on passe sous commandement direct, et je pense que ce sera une occasion de montrer à l'ensemble des ambassadeurs ce qu'est le groupe aéronaval français et quels sont les effets qu'il peut produire au profit de la stratégie de l'Alliance. Donc ça s'organise avec l'ensemble de la représentation française à l'OTAN, et ce sera un événement, je dirais, un petit peu annonciateur pour pouvoir préparer et démontrer les capacités du groupe aéronaval qui ne sont pas forcément connues des ambassadeurs de pays qui n'en ont pas. Et ça, ce sera donc une première partie. Sur la deuxième partie, pour les missions, vous savez que les missions du groupe aéronaval sont préparées à très haut niveau. On réfléchit à l'ensemble des zones sur lesquelles on pourrait produire des effets utiles à la politique de la France, mais aussi à la stabilité régionale. Et vous avez bien conscience que l'Indo-Pacifique est un des très nombreux théâtres sur lesquels le groupe aéronaval pourrait produire des effets. Donc, on étudie beaucoup de choses, en particulier des déploiements lointains, mais pour l'instant, rien qui serait, je dirais, tangible, ni une annonce à vous donner. Amiral, bonjour. Petite question, tout simplement, vous savez, les journalistes... pardon, je ne me suis pas présenté, Pierre Julien, indépendant. Quelques précisions, vous savez que les journalistes adorent les chiffres. Combien de Rafales, combien d'hélicoptères, combien de Hawkeye, etc. Si vous avez le détail, n'hésitez pas. Alors, je crois que c'était peut-être sur la slide avant. Alors, j'ai bien conscience... la précédente... Voilà. Alors, je vous en prie. Donc, je conçois que vous aimez bien les chiffres, mais moi je les manie avec beaucoup de délicatesse dans la mesure où les 18 Rafales marines qui sont censés venir ne sont pas tous encore à bord et que les aléas techniques peuvent arriver, mais l'ordre d'idée est là, c'est-à-dire 18 Rafales marines, ce qui est grosso modo 2/3 de ce que pourrait emporter le porte-avions. Les 2 Hawkeye, c'est un grand classique.
et 2 hélicoptères Dauphin qui seront à bord. En plus de ça, chaque frégate d'escorte aura un hélicoptère qui sera en version soit lutte anti-surface, soit lutte anti-sous-marine. Donc, 2 petites questions rapides, amiral. Première question, j'ai cru comprendre qu'il y avait donc 25% de nouveaux marins qui allaient embarquer à bord du Charles, là, notamment pour cet exercice-là. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est usuel ou est-ce que c'est, disons, exceptionnel? Et d'autre part, j'ai vu aussi que le GAN, c'est un outil d'agilité donc stratégique. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut peut-être aussi l'utiliser avec parcimonie? Alors, sur les nouveaux embarqués, il faut savoir qu'une affectation sur un bâtiment, c'est une affectation de 3 ans. Quelques petits détails sur des gens qui partent en cours ou d'autres, mais donc en gros, il y a 1/3 de l'équipage qui tous les ans change. La particularité, donc un tiers, c'est un peu plus que 25%. La particularité du Charles de Gaulle, c'est que souvent les gens reviennent parce que dans leur parcours, ils sont qualifiants. Et donc chaque année, il y a 1/4 de l'équipage qu'il faut former. Mais ce n'est pas une spécificité du porte-avions, c'est bien quelque chose de cohérent pour toutes les unités de la marine. Sur l'utilisation du groupe aéronaval et du porte-avions, on peut l'utiliser avec parcimonie, on peut l'utiliser avec excès, on l'utilise comme on en a besoin. C'est tout l'intérêt des outils militaires. Les contraintes du groupe aéronaval existent. À chaque fois qu'on peut l'utiliser, on met nos capacités et le curseur est fixé par l'autorité qui ordonne les missions. Ça fait un peu j'ose pas dire le Muppet Show, mais simplement, est-ce qu'éventuellement des exercices de brouillage ou d'attaque cyber, de contre-attaque cyber sont prévus dans le cadre d'Aquila? Je ne peux pas vous donner ce genre de détails, vous comprenez que... Mais quand je vous dis qu'on s'entraînera dans tous les champs et tous les milieux, c'est ce que dit assez souvent le chef d'état-major de la marine, c'est des fonds marins à l'espace. Et donc la dimension du champ électromagnétique en mer est essentielle. Ça fait partie de l'ensemble des moyens de détection ou d'indiscrétion qui sont utilisés ou... d'ailleurs, dans un sens comme dans l'autre, en fonction des compétiteurs. Le cyber est une préoccupation permanente au sein de toutes les armées. Et là, pour le coup, ça se fait en conjointement, puisque l'ensemble des systèmes du groupe aéronaval passent en particulier par des segmentaires. Donc c'est pas propre à mon unité, c'est vraiment une dimension totalement interarmée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'espace. Donc on a des gens dédiés au sein de mon état-major au lien avec le commandement de l'espace pour connaître les possibilités qu'offrent les constellations passantes. Le champ informationnel aussi. On essaye de faire en sorte qu'on ait une bonne idée de la perception des actions qu'on a, mais là aussi ça se met dans une chaîne qui est une chaîne dont le GAN n'est qu'un effecteur. Et puis les fonds marins, puisque avec un sous-marin intégré au groupe aéronaval, ce qui se passe sous la mer, qui est beaucoup moins visible, mais tout aussi essentiel, fera partie de nos préoccupations. Donc il y a vraiment une intégration de l'ensemble des champs et l'ensemble des milieux que compte la conflictualité de nos jours. J'ai 3 questions. La première concerne les escorteurs. Est-ce que vous pourriez les identifier, que ce soit les escorteurs français ou alliés? Deuxième question, vous n'avez pas parlé de participation du GAN à Chamal, et je crois que depuis 2015, ça doit être une première. Est-ce que vous pourriez confirmer qu'il n'y aura donc pas de participation à Chamal cette année? Et enfin, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu chronologiquement les différentes parties de la mission, que ce soit la partie qui se déroule en Médor et la partie marée aperto, mettre des dates en fait sur chacun de ces modules. Merci. Alors bonjour, sur le nom des escorteurs français, il y a une démarche qui a été lancée par la marine, qui fait partie d'une démarche de dilution de l'identité des unités.
J'ai bien conscience que ça enlève une partie de la visibilité, mais ça aussi entraîne une certaine confusion chez nos compétiteurs. Et donc on a, je dirais, l'habitude maintenant, qui commence à se prendre, de ne pas dévoiler les noms. C'est pour ça que les numéros de coque et les noms ont disparu de nos navires. C'est assez efficace. Ça a en particulier semé le doute à plusieurs occasions lorsque nos bateaux ont croisé d'autres bateaux qui ne savaient pas exactement comment les appeler, autre chose. Donc on essaye de ne pas les dévoiler, on vous donne les types et vous saurez in fine très certainement quels sont les bateaux qui ont participé, mais on essaie de les garder une forme de flou. Participation à Chamal, ce n'est pas prévu actuellement, parce que la participation de la France dans Chamal est sur l'année 2024 à un niveau qui est fixé par le CEMA. Et pour l'instant, le groupe aéronaval n'est pas prévu d'y participer. C'est une capacité qui est envisageable, mais effectivement, vous l'avez remarqué, ce n'est pas dans nos plans. Et enfin, dernier point sur la chronologie, toute la difficulté, c'est que plus on vous donne de détails, plus on dévoile une partie de nos intentions. Alors, je suis persuadé que la curiosité est tout à fait saine de votre côté, mais on essaye tout de même de garder un certain flou. Il faut grosso modo, parce que je ne vous donnerai pas de date, mais il faut grosso modo avoir une idée qu'un groupe aéronaval, lorsque ça se forme, il y a une période de ce qu'on appelle de Force Integration and Training, c'est-à-dire c'est quelques jours où on restera au large de Toulon pour pouvoir bénéficier de toutes les opportunités d'entraînement. Ensuite, il y a toute la partie qui sera aux ordres de l'OTAN. Et là, ça s'étend en gros sur une petite quinzaine de jours. On a une petite partie où les opérations que mèneront le GAN seront sous les ordres du commandant en chef de la Méditerranée et qui viendront apporter tous les effets que peut produire le GAN au profit des opérations des armées, partout en Europe et au sein de la Méditerranée. Et puis la dernière partie qui est la partie LiveX. Donc LiveX, c'est la partie non sérialisée de l'exercice Marea Aperto, qui constitue grosso modo la dernière partie de la mission sur une petite semaine. Voilà ce que je peux vous dire sur la chronologie. Oui, bonjour, c'est Vincent Groiselot de Mer et Marine. Je vais rebondir un peu sur la question de Jean-Marc. Alors bon, pour les identités des Français, ok. Par contre, si on en suit votre slide, du coup, il n'y aura qu'une seule frégate de défense aérienne et une seule frégate multimission dans le GAN, ce coup-ci. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Et deuxièmement, les unités alliées, alors, elles ont toujours leur numéro de code, vous pouvez peut-être les nommer. Bon, à défaut, sans les nommer, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, donc frégate sous-marin, enfin combien et éventuellement donc à qui? Alors vous avez bien vu, effectivement, il n'y aura qu'une seule frégate de défense aérienne, un seul sous-marin, un seul bâtiment ravitailleur de force, qu'il est très facile de nommer, et une seule frégate multimission. Pour ce qui est de nommer les unités alliées, c'est un peu plus compliqué, puisque vous comprenez que là, c'est une communication qui est à leur main, et derrière, pour l'instant, la mission n'ayant pas commencé, je ne vais pas vous dévoiler ce que... Enfin, si j'étais français et que je participais à un exercice avec les Américains, j'aimerais attendre, entre guillemets, avant qu'on me dévoile. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on intègre au sein du groupe aéronaval des unités équivalentes aux unités françaises, que les Grecs sont des partenaires très réguliers du groupe aéronaval et qu'ils essaient du coup de rester un petit peu plus dans la durée, que les Italiens, pour cette mission, sont des partenaires spécifiques parce qu'il y a Marea Aperto et parce qu'il y a une forme de réciprocité, et que les unités américaines qui sont présentes sur le théâtre sont à peu près toutes du même type, et donc ça, pour le coup, c'est pas un scoop. Pourquoi Aquila ? Eh bien, c'est une excellente question. Oserais-je dire parce que non, il y avait le côté aigle qui rappelle un peu le flanc est, et puis choisir un nom, c'est pas facile. Une fois qu'on en a trouvé un qui est bien, eh bien on le met. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. J'ai une dernière petite question. Est-ce que on parle de quoi là? C'est un déploiement de 2 mois à peu près, quelque chose comme ça. Et la séquestration sous-jacente, est-ce que vous
garder la possibilité de franchir Suez et d'aller jouer en mer Rouge ou au Moyen-Orient? Alors, on ne va pas vous donner la durée du déploiement parce que d'abord, il n'a pas encore commencé et ensuite, après quelques années de marine, on sait tous très bien que on sait quand on part et le retour est parfois changé, ce qui est tout à fait normal puisqu'on s'adapte au contexte. Vous avez mentionné le contexte en mer Rouge. Actuellement, le déploiement du groupe aéronaval en mer Rouge n'est pas d'actualité, mais bien évidemment, ça fait partie des options qu'on étudie. Le métier du militaire, c'est de préparer, c'est de planifier, c'est de réfléchir. Et donc, toutes les options sont envisageables, mais ce n'est pas d'actualité. Merci. Alors, nous avons une question ici. Oui, bonjour, Laurence de Frano, Libération. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'objectif de la mission quand le GAN sera sous commandement de l'OTAN? Alors, ce dont j'ai parlé, c'est en fait la participation à des activités qui sont organisées par l'état-major Strike for NATO, qui consiste à agréger des capacités et passer un certain nombre de messages autour des signalements stratégiques que peuvent produire les effets de moyens comme un groupe aéronaval. Alors, on a parlé de la posture défensive et dissuasive, ça fera partie des messages bien sûr. La sécurité collective, c'est aussi agréger les capacités des alliés autour du groupe aéronaval. Un des objectifs, je dirais, un peu personnel pour nous, c'est aussi de comprendre et de connaître la chaîne de commandement de l'OTAN. C'est une première. On a une expérience donc assez récente sur l'intégration dans la chaîne de commandement de l'OTAN. Le fait d'avoir un objet aussi important va nous permettre de voir assez facilement non, mais assez précisément le cheminement des décisions, comment les choses s'organisent, et ça permettra aussi de préparer les opérations de demain au sein de l'OTAN. Ça, c'est, je dirais, l'objectif très français pour ça. Et ensuite, Strike for NATO organise un certain nombre d'activités. On lui laissera, je dirais, la primeur des annonces, mais ce sont des activités qui visent sur un temps court à agréger les moyens pour pouvoir, au travers de l'Europe, montrer la capacité à produire des effets avec des avions de chasse, des missiles de croisière, etc. Tout ça, bien évidemment, dans le cadre d'un exercice. Merci. Je crois que nous avons une dernière question en audio. Oui, bonjour Amiral, c'est Nicolas Barotte au Figaro. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'aurais deux questions. La première pour rebondir sur celle de Laurence. Pourquoi est-ce que ça n'avait pas été le cas jusqu'à présent de placer le GAN sous chaîne de commandement OTAN? Pourquoi c'était pas le cas? Pourquoi il n'y a pas eu de précédent? Et la deuxième question, est-ce que vous pourriez caractériser et analyser la situation en Méditerranée pour vous, dans le contexte de la guerre en Ukraine et du conflit entre Israël et le Hamas? Qu'est-ce que ça change pour la sécurité globale en Méditerranée et comme nouveau centre de théâtre de tension? Merci. Alors, pourquoi c'est une première? Alors, c'est un petit peu du détail, si je puis dire, mais on va mettre l'ensemble de la force navale, pour parler dans un équivalent de niveau qui serait interarmé. Grosso modo, on est au niveau brigade, si je peux donner un parallèle, même si ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, derrière, on va mettre cet objet, cette quantité, si je puis dire, sous le commandement de l'OTAN. Auparavant, on ne faisait que mettre les moyens, les effecteurs, essentiellement des avions, mais parfois aussi des bateaux, sous commandement de l'OTAN. Donc ça, cette fois-ci, en fait, on met le paquet complet pour d'abord montrer que l'on est un allié qui fait, je dirais, comme tout le monde, mais aussi pour comprendre comment est-ce que la chaîne de commandement fonctionne. Donc en fait, c'est une première, mais c'est une suite logique de ce qui se passait jusqu'à présent. Sur la situation en Med, je suis un petit peu embêté parce que je pense
qu'on n'a pas on n'a pas le temps de disserter sur ces éléments. Bon, la Méditerranée, c'est un espace de friction géographique et aussi friction de transit. Au milieu de la mer, c'est un espace commun, et donc il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas régies par des lois territoriales. Il est certain que actuellement, quand on regarde la Méditerranée, il y a des foyers périphériques qui sont des foyers dont la propagation toucherait directement nos intérêts européens et français. Et donc la situation est préoccupante, mais ça vous le savez tous, même certainement mieux que moi, mais on n'est pas dans un état de blocage en Méditerranée qui nous empêcherait de faire. Donc l'objectif de se déployer, c'est bien de montrer que la liberté d'action d'une force navale comme le groupe aéronaval reste une capacité que la France met en œuvre au profit de l'OTAN cette fois-ci. Et nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Bonjour, et on va continuer avec des activités maritimes, mais cette fois-ci en Baltique, amiral, où la France et les bateaux français participent, et vous le suivez ici de manière hebdomadaire, au Standing NATO Maritime Group 1. Donc pour répondre de manière indirecte à M. Barotte, oui, le GAN, c'est une première, le groupe aéronaval sous commandement OTAN, mais la participation de moyens de la Marine nationale et qui peuvent être agrégés au groupe aéronaval au sein de l'OTAN, c'est une grande continuité depuis la création de l'Alliance, en fait. Et donc là, dans le cadre du Standing NATO Maritime Group 1, la frégate multimission Normandie a appareillé de Copenhague le 2 avril. Elle a mis le cap au nord et elle a quitté la force navale multinationale de l'OTAN avant de rejoindre la Manche, où elle a fait une patrouille et réalisé des exercices de tir et de défense aérienne, puis un entraînement au remorquage en Manche, cette fois-ci, avec son homonyme, l'abeille Normandie. En parallèle, le chasseur de mines tripartite, le CMT L'Aigle, a également appareillé de Copenhague le 2 avril et débuté, lui, sa patrouille en mer Baltique avec le Standing NATO Maritime Countermeasures Group 1, SNMC-GMG-1, qui est le groupe de guerre des mines de l'OTAN. Une semaine marquée par la conduite d'un double ravitaillement avec le chasseur de mines norvégien Malloy et le ravitailleur allemand, le FGS Donau. L'Aigle a ensuite conduit de nombreux exercices au sein du groupe avant d'accoster à Stockholm le 5 avril. Enfin déployé depuis mi-mars, le bâtiment d'expérimentation de la guerre des mines Tethys a accosté à Riga, en Lettonie, le 1er avril, et durant 4 jours, le détachement français a conduit des échanges approfondis avec la marine lettonne dans le domaine bien sûr de la guerre des mines, notamment concernant l'emploi du drone Alistair 9 utilisé par les deux armées. L'ensemble de ces déploiements montre l'engagement résolu qui unit les marines de l'Alliance dans la défense du flanc Est et la liberté de circulation en mer Baltique. Pour la mission Lynx, du 2 au 5 avril, la section génie du SGTIA, donc du sous-groupement tactique interarmes français, a participé à l'exercice Fairboom 6 en Lettonie. Cette séquence a réuni les battle groups déployés dans les pays baltes. Je vous rappelle que Lynx est déployé en Estonie et en Pologne aussi, regroupant une dizaine de nations différentes. Après une première phase dédiée aux manœuvres défensives, les sapeurs ont mis en œuvre le savoir-faire dans une deuxième phase de destruction d'obstacles. Par ailleurs, le 2 avril, le peloton d'AMX-10 RC du SGTIA a participé à un exercice de tir aux côtés des Challengers, des chars britanniques, à Tapa. Les pelotons alliés ont manœuvré côte à côte face aux mêmes objectifs en coordonnant leurs tirs pour détruire leurs cibles successives. Cet engagement conjoint des AMX-10 RC français et des chars britanniques démontre la complémentarité de nos unités et l'entente cordiale. Et c'est bien les 120 ans de l'entente cordiale, comme on le soulignait tout à l'heure, unissant nos deux nations pour faire face à tout type de menaces sur le flanc est de l'OTAN. Pour la mission Aigle en Roumanie, sur le camp de Cinku, la compagnie modulaire d'aide au déploiement, CMAD,
composé de plus de 200 sapeurs français et belges, œuvre au quotidien pour développer l'infrastructure du camp. La compagnie binationale de travaux mène des chantiers visant à améliorer et à accroître la capacité de stationnement de troupes et de matériel majeur, et également les conditions de sécurité du camp. Ces travaux de fond illustre l'engagement dans la durée pour la défense du territoire de l'Alliance. Et par ces travaux d'infrastructure et l'exercice à venir d'Asian Spring 2024, les armées françaises contribuent à l'application des plans de défense de l'OTAN. Toujours en Roumanie, depuis le 1er avril, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 opère depuis la base aérienne de Constanta pour mener des missions de surveillance des voies maritimes en Méditerranée et en mer Noire. L'aéronef a également réalisé plusieurs vols au profit de la mission de l'Union européenne EUFOR Althea ou encore de la mission NATO KFOR, contribuant ainsi au maintien d'un environnement sûr et sécurisé dans les Balkans. Par la suite, l'Atlantique 2, avec un Puma de l'armée de l'air et de l'espace, a participé à un exercice multinational de sauvetage en mer qui s'appelle Argonaut, organisé par Chypre. Cet Atlantique 2 contribue également aux séquences de chasse anti-mine, d'exercices de chasse anti-mine de l'exercice otanien Sea Shield, organisé par la Roumanie, cette fois-ci aussi en mer Noire, aux côtés de 12 pays alliés regroupant 2000 hommes, tous engagés au profit de la liberté de navigation et de la protection des approches maritimes de l'Alliance. En Bosnie-Herzégovine, le 3 avril, le major général Laszlo Stić, hongrois, donc commandant de l'opération Althea en Bosnie-Herzégovine, a annoncé le déploiement de la Strategic Reserve Force dans le cadre de l'exercice Méléagre. Ainsi, un bataillon multinational de 250 soldats, qui compte des Français bien sûr, et des partenaires italiens et roumains, a été projeté en Bosnie-Herzégovine. Ce bataillon multinational, qui passera formellement au travers d'une cérémonie le 12 avril sous les ordres du commandement de Althea, se prépare pour sa première manœuvre conjointe avec les troupes bosniennes au camp de Majanka, dans la région de Banja Luka. La force de réserve se déploie régulièrement auprès de la force de l'Union européenne Althea afin d'assurer l'interopérabilité nécessaire avec les unités de l'opération œuvrant pour un environnement sûr et sécurisé. En Méditerranée centrale, depuis le 8 avril, un exercice multinational de guerre des mines, encore, organisé par l'état-major français de guerre des mines, se tient au large de Toulon. C'est une édition qui rassemble 13 nations alliées de l'OTAN et de l'UE, 700 militaires, dont 60 plongeurs démineurs, dotés notamment de leurs drones sous-marins et 14 bâtiments de surface. Cet exercice s'inscrit dans la succession d'entraînements de l'OTAN dans les domaines de détection et de la destruction des mines navales, et il permet de développer, là aussi, l'interopérabilité entre les alliés dans un domaine particulièrement exigeant. Par ailleurs, depuis le 2 avril, les armées françaises participent à l'exercice major Iniokos 24, depuis la base aérienne d'Andravida en Grèce. Cet exercice interallié, organisé par les forces armées helléniques, regroupe une dizaine de participants, dont la France, la Grèce, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Roumanie par exemple. Et Iniokos 24 s'articule autour de 9 missions majeures, chacune étant axée sur un thème particulier, comme par exemple la mission de Search and Rescue, la destruction de défense solaire ou encore la lutte anti-surface. Et cet entraînement a pour objectif de préparer un engagement commun dans des conditions du combat de haute intensité. La Marine nationale met ainsi en œuvre 7 rafales marines, 18 pilotes, 90 techniciens pendant 17 jours pour cette démonstration de solidarité entre pays partenaires qui va être renforcée par plusieurs vols d'AWACS français, le 3F, qui est envoyé par l'armée de l'air et de l'espace. Toujours en Méditerranée, le 5 avril, la France a pris le commandement du SNMG 2, dont l'amiral a parlé, de l'OTAN, contribuant ainsi activement au renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'Alliance. Et pour la première fois, un officier français commande ce groupe naval de l'OTAN présent en permanence en Méditerranée. Donc au nord, c'est le SNMG 1 et au sud, en Méditerranée, le SNMG 2. Cette force est commandée depuis le bâtiment de commandement et de ravitaillement, le BCR Somme, et assure la continuité avec les dispositifs terrestres et aériens de l'Alliance sur le flanc Est. On bascule au Proche et Moyen-Orient
où du 3 au 8 avril, la frégate multimission française qui est déployée dans la zone a rencontré l'état-major embarqué d'Aspides, de EUNAV, de l'opération européenne de sûreté maritime, à bord de la frégate de défense aérienne italienne qui héberge donc cet état-major embarqué. Le 8 avril, la FREM a repris sa mission d'accompagnement et de protection des navires de commerce qui transitent dans le golfe d'Aden, le détroit de Bab el-Mandeb et le sud de la mer Rouge. On fait un focus sur l'aide à la population à Gaza. Le 9 avril, 2 C-130J du Binational Air Transport Squadron ont été engagés afin de réaliser des livraisons par air au profit de la population civile de Gaza. Et ils ont largué près de 10 tonnes de fret humanitaire. Vous avez pu suivre ça sur nos réseaux. Un important dispositif, ces avions ont intégré un important dispositif réunissant 13 avions et 8 pays partenaires répondant à l'appel du Royaume de Jordanie afin de livrer ce fret en temps et en heure et de manière massive. Le lendemain, le 10 avril, la France a engagé un A400M cette fois-ci, permettant le largage de près de 10 tonnes de fret humanitaire aux côtés de 7 partenaires. Ces deux journées de largage ont permis de livrer en tout 240 tonnes de vivres dans la bande de Gaza. Et depuis le mois de janvier, je vous rappelle que les armées françaises, à travers près d'une trentaine de largages en tout, ont permis le largage de près de 150 tonnes de fret humanitaire au-dessus de la bande de Gaza. C'est des missions qui sont particulièrement techniques, complexes à planifier et qui démontrent une étroite coopération entre les pays partenaires, notamment entre la France et la Jordanie. Dans le Pacifique, le mardi 9 avril, le Bougainville a appareillé pour une nouvelle mission Pacific Aito, une mission qui le mènera jusqu'à l'archipel des Marquises. Ces missions sont menées régulièrement dans cette région de la Polynésie française. Elles s'articulent autour du soutien associé à la surveillance des pêches au profit de la Western and Central Pacific Fisheries Commission, la WCPFC, Commission des pêches du Pacifique occidental et central. Pour les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, un exercice interallié qui s'appelle PAPANG 24 et qui a lieu du 7 au 12 avril, qui réunit près de 1000 militaires français, malgaches, séchellois et mauriciens sur l'île de la Réunion. Tout au long de cette séquence d'entraînement, les militaires mettent en œuvre leur savoir-faire dans tous les milieux, de l'assaut par air à l'infiltration amphibie. Et dans le cadre de cet exercice, la coalition a œuvré pour lutter contre un ennemi simulé, bien sûr, et disséminé sur toute l'île, et mobilisant notamment des mouvements par hélicoptère et des débarquements depuis nos navires. Tout au long de la mission, les partenaires ont manœuvré en étroite coopération de la plage de débarquement au poste de commandement interallié. Enfin, pour la mission Asie de la frégate de surveillance Vendémiaire, qui a commencé par une escale à Bangkok le 6 avril, avec un exercice de passage avec une corvette de la Royal Thai Navy, le Ratanakosin. Cet entraînement a vu les bâtiments conduire de nombreux exercices conjoints et conclut une riche séquence de représentations publiques à Bangkok notamment. Et parmi ces échanges, plusieurs séquences ont permis d'approfondir les partenariats régionaux bilatéraux. Par exemple, un séminaire des attachés de défense français en Asie. Le Vendémiaire a poursuivi son déploiement en réalisant une patrouille commune le 9 avril avec 2 bâtiments américains et australiens avant de réaliser une escale à Da Nang au Vietnam. Ces exercices communs illustrent l'engagement des armées françaises en faveur de la liberté de navigation et de la sûreté maritime au sein d'un espace indo-pacifique libre et ouvert. Sur le continent américain, pour les forces armées en Guyane, du 14 au 29 mars, les FAG ont mené l'opération conjointe Jararaca avec les forces armées brésiliennes. Cette mission de lutte contre l'orpaillage illégal a été menée avec le 34e bataillon d'infanterie de la Selva. Tout au long de cette opération bilatérale, le long du fleuve Oyapock, chaque armée a effectué des patrouilles fluviales et terrestres le long du fleuve en étroite coordination.
une opération qui visait à neutraliser les sites d'orpaillage illégal et empêcher toute action des logisticiens sur ce fleuve Oyapock. À cette occasion, un poste de commandement conjoint franco-brésilien a été établi sur le village de Camopi. Et l'opération a permis la destruction de plusieurs dizaines de sites d'orpaillage, de 3 pirogues et de plusieurs armes, et de 17 moteurs, si vous voulez, l'inventaire. Le groupe Jeanne d'Arc, que vous avez pu suivre de son départ de France jusqu'à Haïti pour l'aide au départ des ressortissants français, et bien maintenant, il continue sa mission telle qu'elle était prévue. Après son passage dans les Caraïbes, il reprend sa patrouille en direction du Brésil. Et mettant à profit son passage, le groupe Jeanne d'Arc a participé à la lutte contre les trafics maritimes illicites et à la pêche INN. À ce titre, le Task Group a contribué à la mission de police des pêches par des vols de surveillance menés par le Dauphin embarqué à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre. Les activités de formation au profit des officiers élèves qui sont à bord sont également poursuivies avec des rythmes de travaux pratiques de lutte sous-marine, anti-navire, anti-aérienne, un rythme qui s'intensifie. Des exercices de visite de bâtiments suspects ainsi que des préparations au ravitaillement à la mer entre bâtiments de guerre sont également conduits quotidiennement par les officiers élèves. Et le groupe continue à présent sa patrouille en direction du Brésil où il va participer à l'exercice amphibie franco-brésilien Marambaya 24. Enfin, on termine par l'Hexagone. En zone sud-est, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, la préfecture du Rhône a organisé le 5 avril un exercice zonal de mise en situation opérationnelle simulée, un entraînement qui avait pour objectif d'éprouver les procédures opérationnelles et de coordonner les services interministériels en charge de la protection des populations. Au cours de celui-ci, la force Sentinelle d'une part et l'armée de l'air et de l'espace d'autre part ont été déployés sur court préavis afin de prendre en compte leur mission de sécurisation de la zone, permettant ainsi l'intervention des secours et d'une équipe de décontamination. En effet, un module militaire spécialisé était déployé afin de décontaminer, nettoyer et soigner des victimes, simulées bien sûr, ayant été au contact d'une attaque NRBC simulée. Le bilan global de cet exercice souligne l'efficacité des procédures et la coordination étroite entre les armées et les autres services de l'État, bien sûr, impliqués dans la gestion de crise et plus particulièrement dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. J'ai terminé ce tour des opérations. Ce n'est pas une vraie question, c'est plutôt un constat. Pourquoi citer les noms de bâtiments de la Marine nationale alors que pour d'autres, on cache le nom et depuis, on a mis de la peinture sur... voilà. L'amiral étant là, il peut peut-être aussi répondre. Est-ce que je fais une vraie réponse ou la vraie question ? En fait, ça dépend de la sensibilité de la zone. À partir du moment où on annonce, par exemple, le départ du groupe Jeanne d'Arc, par exemple, qui est une mission qui a une vraie fonction aussi de formation des officiers élèves à bord, typiquement, et qu'on l'annonce, et qu'il y a des escales qui sont prévues aussi dans des cadres bilatéraux. En Amérique, il n'y a pas de raison qu'on ne le dise pas. Voyez. Après, il est réaffecté sur la mission Haïti, et on a clairement identifié et communiqué sur ce sujet-là. Dans d'autres zones où, là, l'amiral a parlé de la Méditerranée, on peut parler en mer Rouge, où les tensions sont différentes et autrement plus importantes que pour une traversée de l'Atlantique, bah, vous comprenez qu'on use de discrétion quant à l'emploi de nos moyens, et même si vous les révélez, eh ben, nous, on va dire, en communication, on évite de le faire. Voilà. Merci à tous d'être venus. Je vous donne rendez-vous au Festival du Livre qui commence demain. Et vous aurez la possibilité de rencontrer des auteurs, et notamment les 2 lauréats du prix Erwan Bergot, François Broche pour « Il n'avait pas 20 ans » et Marie-Laure Buisson pour « Femmes combattantes ». Et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine suivante. Néanmoins, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à contacter le Centre Média. Merci et très bonne journée à tous.